pour les candidats qui préparent le redoutable oral du bac de français, parce que cette session, c'est vraiment une sorte de fiche de survie stratégique. C'est une excellente idée. C'est un texte fondamental du programme. Tout à fait, on va s'attaquer au fameux discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, qui est au programme dans le parcours Défendre et entretenir la liberté. Et l'idée, c'est vraiment d'adopter la posture de l'élève curieuse que je suis, pour avoir une explication claire, sans jargon ennuyeux. Je suis ravi de relever le défi. Et c'est la meilleure approche, parce que cet étonnement initial que vous avez eu face à la soumission des foules, c'est exactement la posture de la Boétie au départ. Il part de l'indignation. Ok, donc on a une analyse psychologique qui est super moderne, mais qui a été écrite au XVIe siècle. Du coup, avant de plonger dans les arguments, faut quand même qu'on parle de l'auteur, parce que c'est pas juste un vieux philosophe poussiéreux, hein. Loin de là. Étienne de la Boétie, c'est la figure même du prodige de la Renaissance. Il naît en 1530 dans une famille de magistrats très aisés à Sarlat, dans le sud-ouest. Donc il a une éducation en or massif, il lit le grec et le latin comme on lit le journal. Mais l'info qui laisse généralement tout le monde par terre, c'est l'âge qu'il a quand il écrit ce texte. Ah oui. Il a quel âge? Genre la trentaine bien tassée? Non. Pas du tout. Il a 18 ans. Ah, attendez, 18 ans. Mais c'est impossible. C'est l'âge d'un lycéen qui passe le bac, justement. C'est exactement ça. Il est en train d'étudier le droit à l'université d'Orléans, et paf, à cet âge-là, il structure une pensée politique foudroyante qui va faire trembler les théoriciens pendant des siècles. C'est fou. Genre, c'est comme si un terminal de nos jours publiait un essai viral sur Internet qui finissait par marquer l'histoire mondiale. Mais il a bien dû se passer un truc pour qu'il écrive ça. On se lève pas un matin en se disant «Tiens, je vais pondre le manuel définitif sur la tyrannie». Non, bien sûr, il y a une étincelle historique très précise, on est vers 1548. Et dans sa région d'origine, en Guyenne, il y a une énorme révolte populaire qu'on appelle la révolte des Pitots. Il se révoltait contre quoi? Contre la gabelle, le fameux impôt sur le sel. Les gens n'en peuvent plus, ils se soulèvent. Et là, la réaction du pouvoir royal est d'une brutalité sans nom. Le roi envoie l'armée, c'est un vrai massacre. Des exécutions publiques atroces, des villages entiers détruits. Ah ouais, la répression totale, quoi. Et la Boétie voit ça et... Il en est le témoin, direct ou du moins très proche. Et c'est ce choc de la violence d'État qui déclenche tout. Mais ce qui est brillant, c'est qu'au lieu d'écrire, je sais pas, un simple pamphlet plein de haine contre le roi, il prend du recul. Il se dit, je vais analyser le système au lieu de juste insulter l'oppresseur. Exactement. Et c'est cette pure intelligence analytique qui va d'ailleurs fasciner un autre très grand nom de la littérature, Michel de Montaigne. Ouais, les fameux meilleurs amis de la Renaissance. Oui, une alité légendaire. Et c'est crucial de le mentionner parce que la Boétie meurt très jeune, à seulement 32 ans, d'une maladie. Et sans Montaigne, qui a précieusement gardé le manuscrit pour le publier plus tard, le texte aurait sûrement été perdu à tout jamais. D'accord, donc on a le décor. Un étudiant de 18 ans, surdoué, choqué par un bain de sang, qui écrit un cri du cœur hyper rationnel. Alors, comment est-ce qu'il explique que les masses se laissent écraser? Parce que, en gros, il détruit complètement le mythe du tyran invincible, non? Il le pulvérise de la première à la dernière ligne. Sa thèse centrale, c'est de dire que le tyran est un colosse aux pieds d'argile. Il n'a aucune force propre.